Tu as 3 points qui sont hyper importants, c'est ton objectif de vie, ton profil investisseur et ton horizon d'investissement. Même si on a tous les deux le même âge Axel, Ouais. que toi tu veux préparer ta retraite et moi aussi, mais qu'on n'a pas le même profil, on n'aura pas la même allocation. Tu as un profil investisseur qui peut être prudent, c'est-à-dire que si tu vois ton portefeuille baisser de 5%, ça t'empêche de dormir. Ou alors tu as un profil plutôt offensif et tu te dis, même si ça paye de 30%, je sais que sur le long terme ça va monter, je m'en fous, je regarde pas trop. En 2026, concrètement, que faire? Sur quoi mettre mon argent? Même si les études montrent que c'est mieux de mettre all-in sur les actions, moi pour le côté rassurant et psychologique, je préfère me dire avec les clients, on rentre effectivement sur une partie en action et on va y rentrer tous les mois après. Tout le monde gagne beaucoup d'argent, si on peut le structurer. Pourquoi il est vendu? Est-ce qu'il a été fait sur mesure? Est-ce qu'il a des super bonnes conditions? Ou est-ce que j'en vends parce qu'il faut en vendre et que ça fait du fric? Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de comment investir 200 000 euros en cette année 2026. Et avant ça, je suis avec Axel Godet, notre expert financier, pour répondre à cette question. Mais je rappelle aussi que quand on veut investir 200 000 euros en 2026, on part du principe que votre épargne de précaution est déjà cochée. Ça veut dire quoi l'épargne de précaution? C'est l'épargne dont vous pouvez avoir besoin à tout moment. On recommande au sein du cabinet Bonnet Doyen Conseil d'avoir toujours une enveloppe minimum, j'ai envie de dire, de 20 000 euros de côté. Et puis après, le reste, ça dépend des situations. Axel, avant d'investir 200 000 euros, quelles questions faut se poser? Tu as 3 points qui sont hyper importants, c'est ton objectif de vie, ton profil investisseur et ton horizon d'investissement. L'objectif, tu peux en avoir différents. Tu peux avoir un objectif de revenu complémentaire, donc d'utiliser ces 200 000 euros pour avoir des revenus complémentaires. Un objectif de transmission, au final, tu n'en as pas vraiment besoin. Un objectif de préparer à sa retraite dans 10 ou 15 ans. Donc déjà, c'est hyper important. Et d'abord, en fonction de ton objectif, tu auras des stratégies qui sont différentes. Deuxième point, et c'est le plus important, c'est ton profil investisseur. Tu as un profil investisseur qui peut être prudent, c'est-à-dire que si tu vois ton portefeuille baisser de 5%, ça t'empêche de dormir. Ou alors tu as un profil plutôt offensif et tu te dis, même si ça paye de 30%, je sais que sur le long terme ça va monter, je m'en fous, je regarde pas trop. Et le troisième, c'est l'horizon d'investissement. Donc est-ce que j'ai besoin, en fait, qui va dépendre de tes objectifs, est-ce que j'ai besoin d'argent maintenant? Est-ce que j'en ai besoin dans 5 ans ou dans 30 ans? Et en fait, en fonction de ces différents paramètres, tu auras des allocations qui sont différentes. Mais par contre, tu as un paramètre qui va être le même, je pense, enfin qui va faire la même allocation, mais c'est différents objectifs, c'est le profil investisseur. Pourquoi? Parce que si tu as un profil investisseur prudent, même si tu as un horizon long terme, même si tu as un objectif de préparer ta retraite dans 30 ans, tu ne pourras pas aller sur une allocation qui est offensive. Pourquoi? Parce qu'en fait, si généralement on parle d'action sur le long terme ou quand tu as un profil offensif, mais si ton cerveau il te bloque ou il te fait stresser dès que tu perds -5, et ça arrivera forcément sur les marchés actions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre. Tu vas vendre à -10, -20, -30 si les marchés s'écroulent. Et là, tu vas faire une connerie parce qu'il ne faut surtout pas vendre quand les marchés baissent. Donc, c'est pour ça que le profil investisseur, pour moi, c'est le plus important parce que même si tu as un horizon sur 20 ou 30 ans et que tu n'as pas besoin des fonds, tu ne peux pas aller sur les actions parce que si tu paniques et que tu vends tout quand les marchés font -15, c'est contre-productif. Ok, et puis je le rappelle, le profil investisseur, c'est un profil qu'on doit faire avec tous nos clients, Ouais. qui est réglementaire et qui permet de protéger l'investisseur. Point important, donc moi si je viens de comprendre là, on peut avoir des objectifs qui sont similaires, par exemple je veux préparer ma retraite ou je veux des revenus complémentaires, mais avoir des allocations qui sont totalement différentes, alors que pourtant les objectifs sont similaires. Tout ça parce que le profil investisseur va influer tout de même l'allocation, même si on a tous les deux le même âge Axel, que toi tu veux préparer ta retraite et moi aussi, mais qu'on n'a pas le même profil, on n'aura pas la même allocation. C'est ça, tu peux avoir toi, si t'es plus prudent, un profil avec plus d'obligataires et de fonds euros et t'es content avec ta performance, tu vas faire ton 4 ou 5% peut-être, et moi je vais peut-être à viser plus, mais avec plus de risques, parce que comme on sait, plus tu vises de rendement, plus tu as de risques en face. Et en fait, le plus important, et c'est ce que tout le monde veut plus de rendement, c'est normal, tu veux toujours gagner plus, mais la pire chose à faire dans l'investissement, c'est de choisir un profil investisseur qui n'est pas le nôtre. Vouloir prendre de risques plus qu'on est prêt à en prendre. Parce que c'est là où tu fais des conneries. Parce que du coup, tu vas paniquer et tu vas vendre quand tout va baisser. On l'a vu avec des clients, notamment quand il y avait des crises en banque, en 2020 avec le Covid, en 2022 avec la guerre en Ukraine, c'est que ils ont voulu tout vendre parce que les marchés ont baissé. Et alors que ça va remonter 6 mois plus tard. Alors je dis pas que ça va remonter à chaque fois aussi vite, mais si t'es pas prêt à voir ton portefeuille baisser de 15 ou 20%, ça sert à rien de faire des actions. Du moins, t'en fais pas sur une grosse partie de ton capital. Ok, bon, maintenant clairement, rentrons dans le vif du sujet. Avec 200 000 euros, on les répartit comment de manière intelligente? Alors, ça va aussi dépendre, encore une fois, on va pas répéter du profil d'investisseur des objectifs. Si tu as un profil qui peut diversifier, puis après je ferai des exemples d'allocation si tu veux, en fonction de différents profils, tu as différentes classes d'actifs. Donc, sur le long terme, généralement, on parle souvent d'actions si tu as le profil investisseur pour. Tu as d'autres classes d'actifs qui peuvent être pertinentes selon le contexte. Les obligations, c'est pertinent quand le contexte de taux est-ce qu'il est, par exemple, aujourd'hui, donc un contexte de taux qui est plutôt élevé. Tu ne peux pas faire d'obligations quand les taux sont à zéro, parce que les taux peuvent que remonter en théorie, donc tes obligations vont se casser la figure.
Donc, obligations selon le contexte, tu as du non-coté selon les montants, tu peux aller sur de la dette privée, des matières premières, des produits structurés, etc., des crypto-monnaies. Tu peux diversifier, mais ça va dépendre en fonction de ton profil. Et justement, l'idée, c'est encore une fois, de choisir une allocation qui est cohérente avec ton objectif de vie. Si tu as des besoins de revenus complémentaires, tu vas pas mettre tout en action, parce que tu vas devoir retirer. Donc, encore une fois, si tu as un profil, on va dire, sur le long terme, pas besoin de revenus, tu peux mettre une grosse partie en action et diversifier avec un peu d'actifs alternatifs. Par contre, si tu as un profil qui est plutôt revenu complémentaire, tu auras plutôt une part importante de fonds euros et d'obligations pour faire face à ces revenus, justement. Ok, donc de notre côté, ce que je comprends bien, pour répartir intelligemment, ça dépend forcément de l'objectif et les classes d'actifs qui peuvent être intelligentes. Si on est prudent ou équilibré, c'est les classes d'actifs fonds en euros, obligations. Si on est un peu plus dynamique, ça peut être les actions. Mais attention, si on est profil offensif, qu'on veut des actions mais qu'on veut des revenus complémentaires, ça ne va pas forcément ensemble. Donc il faut bien se faire accompagner sur tout ça. C'est une stratégie sur mesure en fait en fonction de tes objectifs, de tes revenus, des besoins de revenus et de calibrer tout ça pour que. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est des avances patrimoniales ou des prêts lombards sur les assurances-vie par exemple, qui te permettent effectivement de ne pas avoir besoin de retirer. Tout à fait, c'est besoin de fait partie de la stratégie patrimoniale. Donc encore une fois, c'est une question de stratégie et une solution qui sera bonne pour toi, ça ne sera pas forcément bonne pour moi. C'est ça qui est important, il ne faut pas recopier son voisin. On est d'accord. Avant de commencer les allocations sur mesure, j'ai envie de vous dire de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Bref, la plateforme de votre choix, on a besoin de votre abonnement, c'est très important pour nous. Vous êtes en train de nous écouter et la plupart ne s'abonnent pas, alors faites-le, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Axel, on est parti. En 2026, concrètement, que faire? Sur quoi mettre mon argent? Si j'ai un profil prudent, sur quoi je mets mon argent? Un profil prudent, je dirais, je mettrais 30 ou 40% de fonds euros. Pourquoi? Parce que le fonds euro, même en 2026, tu as des bonus qui font que nous, on a des bonus en ce moment qui peuvent viser jusqu'à 5% net de frais de gestion, avec une condition effectivement de mettre 30% de fonds euros et le reste en unité de compte. Donc avoir du 5% net garanti, parce que c'est du fonds euro de l'assureur, c'est l'équivalent d'avoir du 6% sur les autres supports. Si tu prends une hypothèse de rendement de frais de gestion à 1%. Tout à fait. Donc avoir du 6% aujourd'hui garanti en capital, ça serait dommage de passer en privé. Même pour les d'autres profils, d'ailleurs. Là, je parle du prudent, mais c'est important. Et le reste, je mettrais de l'obligataire principalement. Et éventuellement peut-être des fonds de hedge fund avec une volatilité réduite, notamment sur de l'event-driven. Mais après, on reste sur des stratégies qui sont un peu niches, mais principalement du fonds euro et de l'obligataire. Ok. Sur la partie maintenant profil équilibré, on essaie d'aller chercher un peu plus. Alors, je vais te mettre quand même du fonds euro parce que je te l'ai dit, tu fais du 6% brut équivalent sans risque. Ça serait, donc 20 ou 30%, pourquoi pas encore? Voilà, pourquoi pas. De l'obligation, là tu vas mettre des actions. Tu vas mettre un peu d'actions, tu peux diversifier avec un peu de matières premières, éventuellement des cryptos en diversification. Donc 20% de fonds euros, 30-40% d'obligations, le reste en actions et en poche alternative. Ça me paraît bien. Bon, et maintenant, profil dynamique offensif et un peu des deux. Ouais, sachant que là, le premier profil, on va viser un rendement à 4, je pense, sur du défensif, sur l'équilibre, on va viser du 5,5. Si vous voulez chercher du 7 ou du 8, t'auras. Bon, le fonds euro, on peut l'enlever. Alors, ce que je conseille généralement, ce qui peut être bien, c'est que plutôt que de faire 100% en action ou direct un seul coup en action, on peut dire je mets 20% d'action, je mets le reste 80% par exemple sur l'obligataire du fonds euro et je vais mettre un DCA en arbitrage progressif du contrat. Peut-être que tous les mois, j'ai 1 ou 2% du fonds euro qui va aller sur les actions, ce qui me permet de rentrer progressivement sur les actions, parce que même si tu as un profil offensif, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Moi, même si les études montrent que c'est mieux de mettre all-in sur les actions, moi, pour le côté rassurant et psychologique, je préfère me dire à mes clients, on rentre effectivement sur une partie en action et on va y rentrer tous les mois après. Pourquoi? Pour éviter d'avoir le coup de malchance où tu investis tout aujourd'hui et demain les marchés actions font moins 30. Et t'as rien pour renforcer. Le côté all-in sur les actions, il marche que si vous mettez les biais comportementaux de côté. Exactement. Donc concrètement, les biais comportementaux, pour les mettre de côté, je vous le promets, il n'y a qu'une seule chose qui marche, vous coupez le téléphone, vous coupez l'application, vous ne parlez plus à votre conseiller, vous le regardez dans 10 ans. Du coup, moi, je préfère arbitrer tous les mois. Et puis la différence en fait, qu'on avait par rapport à avant 2022, c'est que le sans risque rapporte, ou le moins risqué rapporte. C'est qu'avant, tu avais l'effet TINA, donc tu n'avais pas d'alternative, tu devais aller sur les actions. Aujourd'hui, je l'ai dit, le fonds euro rapporte 5%. Donc même pour attendre à 5% et pour saisir les opportunités, c'est incroyable. J'aurais pas le même discours à 1 ou 2%. Et à 5%, ça vaut le coup d'attendre. Donc même on a des boosts pour 2 ans. Voilà, donc même sur un profil offensif, ça laisse le temps offensif et j'ai fait un peu de fonds euros, je me dis je fais mon 5%, si demain le marché part en vrille, j'ai cette poche-là qui n'a pas bougé, qui me permet de renforcer. Donc après, à terme des actions, du non-côté, de la dette privée, éventuellement des offres un peu plus sexy, mais avec 200 000 euros, tu vas être assez limité pour aller sur du private equity ou des club deals. D'ailleurs, parlons-en de cette partie private equity, SCPI, produits structurés. Comment on les intègre intelligemment à une allocation de 200 000 euros? Est-ce que déjà ça correspond à quelqu'un qui a que 200 000 euros à investir, le private equity par exemple? Pour moi, non, parce que le private equity, qu'est-ce que c'est? Tu as différentes stratégies. Tu as la stratégie, je parlais de 2 stratégies en gros. Tu as la stratégie des startups, c'est le venture capital. Donc, tu as des futurs Airbnb, des futurs Facebook, des futurs Snapchat. On a quelques-uns qui réussissent et que tu fais des gros gains.
Mais tu as aussi un risque de perte importante en capital parce que tu en as beaucoup de startups qui vont flopper. Et tu as la stratégie la plus connue, c'est la stratégie du LBO. Donc le LBO, c'est que tu achètes des boîtes qui sont matures, enfin c'est des fonds de private equity qui vont acheter des boîtes qui sont matures avec des flux de trésorerie prévisibles, des clients, etc. Donc avec un risque théoriquement qui est moindre. Donc ces investissements-là, ça s'est beaucoup retailisé sur ces dernières années. Avant c'était réservé aux institutionnels, maintenant tu peux en avoir accès au grand public. Tu as différentes offres à 1000 euros, à 10 000 euros. Moi je préfère les offres à partir de 100 000 euros. Je me suis moins intéressé, j'aime moins les offres en dessous. Et vu qu'on conseille sur le private equity entre 10 ou 15% de la surface financière, avec 200 000 euros, tu n'as que 30 000 euros. Donc ça ne matche pas avec ces offres-là. Après, tu as des fonds de dette privée ou de FCPR parfois qui ne sont pas trop mal. Mais voilà, je préfère les offres au-dessus de 100 000 euros. Donc le private equity, c'est hyper intéressant en diversification, mais quand tu n'as que 200 000 euros, entre guillemets, ça me paraît léger pour avoir 10 ou 15%. Parce que si c'est 100 000 euros, tu as 50% de ton patrimoine. Et je ne te conseille pas d'avoir 50% de ton patrimoine financier sur un fonds de PE. Ok, sur la partie SCPI et produits structurés? Alors les SCPI, il faut faire attention, il y a un gros tri à faire. Ce que tu dois être certain, c'est d'avoir un horizon très long terme, parce que tu vas prendre des frais d'entrée généralement 10 à 12%. Donc si tu prends 12% de frais d'entrée et que tu as un rendement cible net de fiscalité à 4, et que tu as un délai d'investissement des fonds de 6 mois parfois, de jouissance, tu as 3 ans déjà où tu gagnes rien. Donc si c'est pour revendre au bout de 5 ans, tu perds de l'argent. Donc SCPI, ça peut être intéressant si tu diversifies bien, que tu ne mets pas tout sur une seule SCPI. C'est encore mieux d'ailleurs si tu le fais à crédit. Tu te dis l'investissement c'est pour 15 ou 20 ans. Sinon ça ne sera pas rentable. Et le produit structuré, alors ça c'est compliqué parce que le produit structuré en fait c'est... Il y a du bon et du bon. Ça, c'est qu'en fait tout le monde gagne beaucoup d'argent sur le produit structuré, ceux qui les vendent. Et le problème c'est que tout le monde veut en vendre parce que c'est une source de revenus qui est hyper importante pour le banquier, le courtier, le CGP, pour tout le monde. Et la différence c'est pourquoi il est vendu. Est-ce qu'il a été fait sur mesure? Est-ce qu'il a des super bonnes conditions? Ou est-ce que j'en vends parce qu'il faut en vendre et que ça fait du fric? Et on a la différence entre des très bons produits sur le marché qui sont très bien goupillés, qui ont des frais maîtrisés, et des produits honnêtement horribles qui remplissent les poches du courtier et qui sont très mal vendus aux clients. On vend surtout la protection en capital, mais on oublie de dire qu'en cours de vie, le produit peut être très volatile, que la garantie en capital est valable à l'échéance. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ces produits. Nous, on en fait parfois sur mesure quand il y a des bonnes conditions de marché. Mais il faut se méfier parce qu'aujourd'hui, quand on voit des clients en face qui ont des 80-90% de leur allocation pour les structurer, on sait très bien que le courtier ou la personne qui leur a vendu ça veut se remplir les poches. Et quand on regarde la qualité des produits, c'est rarement des bons produits. Donc faire attention à ces produits-là. On en conseille parfois 10 à 15% pareil du portefeuille au cas par cas. Mais tu vois, un client qui a un horizon de placement typiquement de 20 ans et qu'on lui met 80% de structuré, moi je comprends pas. Si tu as un horizon de placement de 20 ans, tu vas sur les actions. Tu vois. Donc c'est pour ça que faire attention aux produits structurés en particulier. Et les produits structurés, je rappelle aussi une chose importante, et c'est ce que j'ai vu encore avec un client la dernière fois, c'est un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Moi, j'ai un produit structuré qui me garantit du 8% par an. » Déjà, premièrement, oui, c'est quelque chose qui est garanti, avec une garantie en capital total, enfin bref. Et j'appelle Axel, notre expert financier, et je lui dis « Voilà, sur ce type de produit, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, de notre côté, pour concurrencer l'offre bancaire ?» On peut en moyenne avoir 2% de plus, en moyenne. Tout simplement parce que nous, on réduit nos frais. On réduit nos frais, on réduit notre couche de frais et la couche de frais des brokers, ainsi de suite. On n'a pas la banque qui est un intermédiaire très lourd en termes de frais. Et donc, la plupart du temps, entre un produit structuré proposé par la banque et un produit structuré proposé par un family office ou un cabinet de gestion de patrimoine indépendant comme le nôtre, vous allez avoir 2 points d'écart et c'est pas rien, 2 points d'écart. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous propose du 8, nous, on peut avoir 10 ou 11 pendant que vous avez du 8 à côté pour le même produit, je le rappelle. Donc, ne faites jamais de produits structurés avec votre banque. Faites des produits structurés, si vous voulez en faire, avec un conseiller indépendant de votre côté et non pas un courtier qui vous vendrait un produit, encore une fois, qui ressemble à un produit bancaire. Et attention, parce que parfois, il y a des conseillers indépendants aussi qui font n'importe quoi, voire pire. Donc, regardez bien. En tout cas, ce que vous devez revenir, c'est que si la personne, dès le début du rendez-vous, vous la connaissez pas, elle vous propose SCP produits structurés, vous pouvez fuir. Et suite à ce podcast, si vous nous envoyez vos produits structurés qu'on vous propose en banque ou ainsi de suite et qu'Axel fasse un point dessus, n'hésitez pas, nous on fera le point avec plaisir. D'ailleurs, Axel, toi t'investis comment ? Alors moi, à titre perso, ça n'engage que moi, c'est pas un conseil d'investissement. Aujourd'hui, je suis environ à 50-60% d'obligations, j'ai 20 ou 30% d'actions. Et j'ai un peu de crypto de matières premières, ça c'est ma partie perso, sur mon assurance vie. Et sur ma holding, j'ai investi sur un fonds de private equity qu'on a évoqué justement sur la stratégie du LBO. Donc ça, c'est pas du tout un conseil, c'est ce que je fais à titre personnel. Donc généralement, nous, dans notre cabinet, la force qu'on a, c'est qu'on conseille à nos clients ce qu'on fait. Donc moi, et comme toi d'ailleurs, c'est que quand on fait une allocation de nos clients, on monte notre contrat, on montre qu'on aura les mêmes fonds. Donc on n'est pas là pour vendre des produits qui nous enrichissent. On est un là profil pour équivalent, produits, bien sûr. Bien sûr, on est là pour proposer des produits en lesquels nous on investit, sur lesquels on investit, on a confiance. Et ça, notre grande force.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce que je fais à titre de manière équivalente avec toi, c'est-à-dire que j'investis sur les supports sur lesquels on fait investir nos clients. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre contenu sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast, la plateforme de votre choix. Et puis surtout, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en savoir plus sur l'assurance vie, il y a un chapitre dédié à l'assurance vie et puis on parle également de vos enfants dans ce chapitre. Donc n'hésitez pas à commander ce livre, c'est la Bible de la gestion de patrimoine. Il est pour vous.